Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le bureau central d'investigation judiciaire relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire a interpellé ce mardi dans le cadre d'une opération sécuritaire conjointe avec le commissariat général de l'information de la police espagnole un élément extrémiste s'activant à Farjana dans la province de Nador. Parallèlement à l'arrestation par les autorités espagnoles d'autres éléments dans la ville de Melilla, dont un ancien détenu dans des affaires de terrorisme en Espagne qui a rejoint des organisations terroristes dans la région du Sahel. Une opération sécuritaire conjointe qui s'inscrit dans le cadre de la coordination sécuritaire continue et distinguée entre les services de sécurité marocains et leurs homologues espagnols, confirmant encore une fois l'importance du partenariat sécuritaire entre les deux pays pour lutter contre les menaces terroristes. Que ce soit au niveau national, régional, continental ou international, l'expertise sécuritaire du Royaume a déjà fait ses preuves. Le Maroc, qui est aujourd'hui un modèle à suivre en termes de lutte antiterroriste, qu'est-ce qui fait la particularité de l'approche antiterroriste marocaine? C'est ce dont nous allons parler avec notre invité ce soir, Hassan Saoud. Bonsoir, vous êtes expert en stratégie et sécurité. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, il y a eu ces dernières arrestations, donc une coopération entre le Maroc et l'Espagne. Que peut-on dire de l'approche justement marocaine et de son rôle dans ces arrestations, sachant qu'il y a à peine quelques jours, ce week-end, il y a eu également des arrestations d'une cellule terroriste qui a été effectuée en Espagne en coordination avec les services marocains. Tout à fait. Comme vous l'avez dit en préambule, le Maroc-Espagne, c'est une coopération très étroite. Tous les deux pays se sont inscrits dans cette lutte antiterroriste dans toutes ses dimensions. Et les opérations d'interpellation préventive dont vous avez parlé s'inscrivent justement dans cette stratégie de coopération. Pourquoi je dis ça? Parce que le Maroc a déjà, il y a un mois, avec l'Allemagne, permis de démanteler un réseau et d'arrêter un terroriste à la limite du passage à l'acte. Et donc, comme vous voyez, le Maroc est un coproducteur de renseignements antiterroristes au profit de nos partenaires occidentaux, africains, etc. Et c'est ça, justement, ce qu'on pourrait appeler, sans modestie à part, un label marocain. Quand on regarde ces interpellations, il y a toujours, ils ont quelque chose de commun. Il y a des outils numériques, des outils d'attaque, des manuscrits, et il y a maintenant cette volonté d'aller vers le Sahel, contrairement à 2015-2016 où on allait dans la zone syro-irakienne. Donc c'est une réorientation. Aujourd'hui, l'épicentre se trouve au Sahel. C'est l'épicentre du terrorisme mondial, le Sahel. Et donc, le Maroc il est dans une coopération louée aussi bien par l'Organisation des Nations Unies dans son organe de lutte antiterroriste, par l'Europe, par nos amis africains, qui fait de nous un acteur, je dirais peut-être incontournable, mais actif dans ce domaine. Un acteur actif, fiable aussi, en qui on peut avoir confiance, qui est crédible et sérieux, et qui a prouvé, bien évidemment... Absolument, son expertise, l'expérience de ses ressources humaines, les structures qui ont été modernisées, sa stratégie globale, et sont évidemment un exemple qui est quand même déjà exportable chez nos partenaires. Justement, on parle d'une approche qui est holistique, intégrée et multidimensionnelle. Vous savez, on peut revenir à l'histoire 2003, les attentats de Casablanca. À quelque chose malheureusement, tous les paramètres qui existaient ont été évidemment chamboulés et Sa Majesté le Roi a donné un mot d'ordre.
la sécurité est indivisible. C'est de là que sont créées toutes ces dynamiques dont nous voyons maintenant le résultat. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait d'abord de décloisonner les structures dédiées à la sécurité. Ça va des institutions de sécurité, la communauté de renseignement intérieur, extérieur, les autorités locales, les autorités judiciaires, l'administration pénitentiaire en amont, et tout ça dans un décloisonnement, une transversalité et évidemment un échange de renseignements rapide. Et tout ceci, il faut y ajouter que cette structure, cette chaîne est déclinée dans les territoires, dans les wilayas et les provinces où les gouverneurs sont les coordonnateurs de la sécurité avec tous les acteurs dont j'ai parlé. Le résultat est là. Mais évidemment, il y a le citoyen. Et les attentats de Casablanca ont mis en évidence cette menace et le citoyen en a été imprégné. Et le citoyen maintenant marocain, il est consommateur de la sécurité, mais coproducteur de la sécurité. D'où justement ce rôle de prévention. Toujours dans le rôle de prévention et d'anticipation. Et on voit que les démantèlements sont faits avant le passage à l'acte. Parce que quand l'acte est commis, c'est trop tard, on compte les dégâts. Là, c'est des interpellations préventives qui donnent des résultats extraordinaires et qui sont très dissuasifs. Une prévention qui se fait très bien au Maroc, mais pourquoi les acteurs européens ont-ils tant de mal à aller dans ce sens, eux qui ont besoin justement de la coopération du Maroc pour lutter contre le terrorisme? Tout à fait. Pourquoi le Maroc réussit? Parce que d'abord, il y a des aspects, l'aspect religieux. La commanderie des croyants est un élément structurant de l'islam tolérant, de l'islam sunnite, un islam du milieu. Ça, c'est les grands. Et ne sont pas en Europe, évidemment. Et donc, pourquoi je parle de l'aspect religieux? Parce qu'il évite toutes les dérives religieuses, extrémistes. Donc, c'est un cadre. Et s'ensuit, évidemment, tout le volet social, parce que le Maroc n'est pas que dans la sécurité, dans le hard. Il y a, évidemment, cet aspect social. C'est l'aspect spatial, l'aspect de la lutte contre les disparités sociales et spatiales qui font que le citoyen au centre se sent à l'aise et adhère. Et évidemment, il y a certaines dérives que le Maroc arrive à contenir grâce justement à toute cette pédagogie, soit sur l'audiovisuel, soit dans les mosquées, soit à travers des conférences et des ulémas. Et c'est un élément structurant justement de cette prévention, à mon avis. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect développement, parce que le Maroc est particulièrement... D'où l'approche multidimensionnelle. La multidimensionnalité, il sécurise par le développement, mais il développe aussi par la sécurité. Et sans ce continuum, ce bipôle, on n'arrivera pas à lutter contre le terrorisme. Et dernier élément, si vous permettez, le Maroc a compris, et tous les pays d'ailleurs, que la lutte contre le terrorisme sous forme d'État individuel a montré ses limites. Une lutte donc qui a montré ses limites, d'où l'importance aussi de la prévention et de la formation avec tous les instituts qui ont été créés, la création de l'Institut Mohamed VI de formation des imams mourchidines et mourchidettes, il y a également la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, il y a donc le remaniement du champ religieux dont vous avez parlé. Quel est le rôle de la formation aujourd'hui dans l'unification aussi de cette éducation islamique pour qu'on reste dans un pays ouvert avec un islam, une pratique de l'islam qui soit modéré? Oui, c'est le discours marocain. L'islam, la tolérance, le dialogue, le pardon, mais dans les règles d'un islam sunnite qui est consacré, et le Maroc, et il est structuré par la commanderie des croyants, Dieu merci.
Tout à fait. On parlait tout à l'heure du Sahel, qui est l'épicentre du terrorisme aujourd'hui. Le chef de la délégation parlementaire marocaine, qui a pris part la semaine dernière aux assises de la 45e conférence de l'Union parlementaire africaine, a affirmé, je cite, que le terrorisme reste parmi l'un des défis les plus graves, car selon le diagnostic des rapports mondiaux sur les indicateurs du terrorisme, 7 des pays les plus exposés se trouvent aujourd'hui en Afrique, notamment au Sahel. Pourquoi cette région est aussi fragile ? Historiquement, l'Afrique n'était pas dans cette posture-là. Il a fallu, évidemment, les événements qui se sont produits en Syrie et en Irak et qui ont été exportés. La crise libyenne a permis aussi de faire déverser des armes sur ces zones qui étaient grises. Et évidemment, il y a quelque chose dont on parle peu à l'étranger, c'est ces séparatismes, justement, qui ont trouvé un vivier où le terrorisme a trouvé un terrain fertile où exercer librement. Le terrorisme ne vit, surtout actuellement, que dans des territoires gris, mais dans des territoires aussi séparatistes. Et justement, pour reprendre toujours le chef de la délégation parlementaire marocaine, qui a dit, je le cite également, l'unité des pays africains ensemble et sans exception est l'un des mécanismes pour faire face au terrorisme, et donc que le soutien des mouvements séparatistes et des milices est en soi un soutien direct au terrorisme. Donc on ne peut pas dissocier séparatisme et terrorisme, ils vont ensemble. C'est quelque chose qui est clair et donc non négociable. Il faut rappeler que Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, au cours du forum, de la réunion ministérielle de la coalition anti-État islamique, a, dans son discours, montré la preuve à l'appui que séparatisme et terrorisme, c'est un duo qu'on doit évidemment diagnostiquer et contre lequel on doit... Et les exemples en Afrique sont nombreux. La partie anglophone du Cameroun, au Mozambique, au Sénégal, au Mali, etc. Il y a ces tendances séparatistes qui se rejoignent avec le terrorisme pour créer l'instabilité. Et je pense que ça a été retenu dans la réunion interministérielle de Marrakech comme élément exacerbant du terrorisme. Justement, le Maroc aujourd'hui, quelle réponse apporte-t-il pour la stabilisation de cette zone ? Est-ce qu'on peut dire qu'il joue un peu ce rôle de rempart au Sahel ? Vous savez, comme on dit, même si le terrorisme n'est pas à vos frontières, le terrorisme n'a pas de frontières. Et le Maroc, qui est évidemment concerné, a intégré la menace terroriste, qu'il soit au Sahel, qu'il soit ailleurs, comme un risque dont il faut se protéger. C'est pour cela qu'il y a ces projections d'expérience et d'expertise chez nos amis africains. Le Sahel, évidemment, est concerné, mais le label marocain. Vous avez parlé de cette vision multidimensionnelle. Eh bien, nous y sommes. Le Maroc considère le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, le trafic de drogue, le trafic des armes, jusqu'au blanchiment d'argent issu du terrorisme. Parce que c'est la multidimensionnalité dans le domaine terroriste, c'est ça. Et donc, en amont et en aval, l'assèchement des avoirs terroristes, c'est une autorité nationale qui est importante, du renseignement financier, l'ANRF. C'est une autorité nationale de renseignement financier qui fait un travail formidable sur ce plan-là, notamment la confiscation des biens issus de la criminalité ou du terrorisme. Et donc, voilà la chaîne dans la lutte contre le terrorisme que le Maroc adopte aujourd'hui et qui donne des résultats.
Une approche qui donne donc des résultats et qui, rappelons-le, est multidimensionnelle. Le Maroc qui a également gagné 7 places dans l'indice donc, de la paix et du terrorisme. Donc je pense que c'est des chiffres qui ont été, je parle sous votre contrôle, publiés en 2022. Là, on attend les chiffres de 2023 qui devraient être publiés donc, l'année prochaine. Quelles attentes aujourd'hui pour 2024 ? C'est vrai que ce qu'on appelle le global Peace Index, l'indice global de la paix. Le Maroc est classé 84e sur 163. Alors, dans l'indice de la paix, plus vous êtes premier, plus c'est bien. Plus vous êtes 173e, et c'est pas bon. Le Maroc se trouve au milieu, et je pense qu'on attendra le rapport en 2024 qui, de mon point de vue, va progresser. Le Global Terrorism Index, c'est l'inverse. Plus vous êtes premier, plus vous êtes touché. Le premier dans l'indice, c'est l'Afghanistan. Il y a le Burkina, et le Maroc se trouve à la 83e, alors qu'il était à la 76e. Donc on gagne cette place. Plus vous êtes dernier dans cet indice-là, plus vous êtes protégé. Et donc, c'est ça la différence. Et je pense que celui de cette année qu'on verra en 2024 permettra au Maroc de s'hisser encore dans cette hiérarchie qui est un classement assez quand même objectif. Tout à fait. Parlons maintenant des réinsertions, de ces stratégies qui sont faites au Maroc pour inclure un petit peu tout le monde, pour réinsérer les personnes qui ont commis peut-être des actes horribles afin qu'ils puissent vivre normalement et peut-être même sensibiliser à leur tour les tranches de la société qui pourraient peut-être aller dans l'extrémisme. Donc ces personnes-là, quel rôle jouent-ils ? Quel rôle joue le Maroc dans leur formation, dans leur réinsertion et dans l'évitement de ce qui pourrait arriver encore une fois ? Encore une approche multidimensionnelle. Dans la prévention, toujours. Le programme, je parlerai de le commissariat à l'administration pénitentiaire qui traite justement de ces condamnés pour terrorisme et qui évidemment sont condamnés par la société et ils sont là, mais il y a un programme, ce qu'on appelle le Moussalah, la réconciliation. Tout à fait. Et cette réconciliation, elle est particulière. Au-delà des structures de la justice, de la pénitence, les oulémas, il y a la science humaine et la science sociale. Et ça, c'est une nouveauté extraordinaire adoptée par le Maroc. Ça permet de cerner donc, l'anthropologie, la criminologie, la psychologie, etc. Ça permet de cerner l'individu détenu dans tous ses aspects. Le déradicaliser. Le mot déradicalisation me paraît un peu fort parce que ça rappelle la dératisation. Mais c'est plutôt de la réinsertion, à mon humble avis. Et évidemment, il y a 1500 et quelques qui sont déjà passés, mais on constate quand même, il faut le dire, qu'il y a des récidives. On est à 4%. 4% de taux de récidive. Qui est en baisse, un taux en baisse. C'est en baisse. Évidemment, le risque zéro, sécurité 100%, ça n'existe pas. Il y a ce 4%. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour éviter cette récidive ? Ces 4% qui n'existent plus, qu'on soit à zéro. Bon, c'est ce que j'appellerais le suivi post-carcéral. Évidemment, c'est aux autorités de suivi, mais il y a un aspect social de réinsertion. Et peut-être c'est là où il faut regarder... Et qu'est-ce qui fait justement que ces personnes-là récidivent après donc avoir été déradicalisées ? Quel est le maillon ? Qu'est-ce qu'on touche dans ces personnes-là pour qu'elles puissent encore avoir envie d'aller dans ce sens ? Je ne sais pas. C'est peut-être certains contacts. C'est peut-être le sentiment d'abandon. Certains le disent. Après la prison, moi j'ai payé ma dette envers la société. On n'arrive pas à les réinsérer, on n'arrive pas à leur trouver de l'emploi.
Et dans ce vide, il y a une vulnérabilité et il y a certainement un contact numérique qui fait que on rechute. Et donc, je pense qu'il faut regarder cette phase-là, post-carcérale, pour voir quels sont, je ne dirais pas les dysfonctionnements, mais quelles sont les limites, quelle est la façon de combler ces 4%, parce que 4% dans nos domaines terroristes, c'est quand même important. Tout à fait. Parlons maintenant de ces moyens de recrutement aujourd'hui qui se font. C'est l'eau solitaire dont on parle aujourd'hui dans les médias et qu'on dit que d'une personne qui du jour au lendemain se radicalise par elle-même et qu'elle passe à l'acte par elle-même, il doit bien y avoir des facteurs qui poussent à ce genre d'action. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire de soi-même. Le solitaire, madame, a été inventé après les attentats de Toulouse. Le fameux Merah. Et la DCRI dans le temps a parlé de le solitaire. Alors qu'est-ce que, et ce que je vous dis n'engage que votre serviteur. Le solitaire, c'est quelqu'un dont les phases est seul. L'auto-recrutement, l'auto-endoctrinement, l'auto-radicalisation jusqu'au passage à l'acte. Vous êtes censé être dans ce processus tout seul. Or, on a constaté que si vous êtes, par exemple, vous avez un contact numérique, vous n'êtes plus seul. Si vous avez des acolytes, vous n'êtes pas seul. Si vous avez un commanditaire de l'étranger, vous n'êtes pas seul. Et à mon avis, ça ne doit pas être un alibi. Personnellement, je crois de moins en moins à un lot solitaire. Et on a vu que dans les enquêtes, surtout à l'étranger, vous êtes solitaire au départ de l'enquête et vous avez des ramifications à la fin. Et donc pour moi, c'est un concept à consommer avec beaucoup de modération. On restera sur ce dernier mot, donc un concept à consommer avec beaucoup de modération, parce qu'on arrive déjà au terme de cet entretien. Monsieur Hassan Saoud, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie et sécurité. Merci, madame. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. On arrive au terme donc de cet entretien. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci à vous pour votre fidélité.